Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen. Alors, hop, bonsoir Monsieur Cohen. Vous Bonsoir, m'entendez? bonsoir à tous. J'espère que malgré les difficultés qu'on connaît, j'espère que vous allez tout de même un peu bien, voilà. Écoutez, ça va, en tout cas, merci pour cette régularité qu'on tient ensemble depuis un certain temps maintenant. Et on essaye de s'y tenir, hein. On s'est donné un horaire 19h30. Voilà, désolé pour le léger retard. En tout cas, merci d'être là. On va aller bien sûr continuer sur la situation en Palestine avec ce cessez-le-feu qui devait prendre part aujourd'hui, apparemment décalé à demain. Non, il devait y avoir une trêve de 4 jours. C'est une trêve, pardon, pas un cessez-le-feu, oui, une trêve exactement. Et donc, apparemment, c'est. Le temps d'effectuer l'échange des otages, voilà. Eh ben, écoutez, je vais vous laisser commencer l'analyse sur le sujet, sur l'actualité. Et bien sûr, comme d'habitude, s'il y a des intervenants qui ont des questions à M. Cohen, n'hésitez pas à faire la demande sur Twitter. Et je salue tout le monde bien sûr sur les autres plateformes, sur YouTube, Facebook, des lives. Voilà. Bonsoir à tous. Allez-y, M. Cohen. Ok. En fait, bon, ça fait longtemps, enfin, ça fait des semaines que plusieurs pays occidentaux, l'ONU, la Russie, la Chine, les pays arabes demandent un cessez-le-feu. Et les Israéliens n'en voulaient pas. Aidés en cela par les États-Unis et quelques pays européens qui veulent laisser les Israéliens aller au bout de leur folie meurtrière. Voilà, c'est-à-dire que les Israéliens ont apparemment un plan cynique, machiavélique. En fait, puisqu'ils ne vous, au départ, ils voulaient convaincre l'Égyptien d'accueillir les 2 millions de Gazaouis. Bon, en leur offrant une dizaine de milliards ou 15 milliards, qu'est-ce que c'est pour les Américains? C'est rien du tout, surtout si les Saoudiens mettent la main à la poche. Mais bon, je veux dire vraiment, le régime égyptien, même s'il déteste le Hamas et les Palestiniens de Gaza, il pouvait quand même pas. Enfin bon, c'est un minimum de dignité, voilà. Il ne pouvait pas accepter une telle chose. Et donc, ils ont sollicité les Occidentaux. D'ailleurs, le Canada s'est montré favorable pour recevoir presque un demi-million de Gazaouis. Je suis sûr que l'Allemagne et la France accepteront de recevoir 100 000 ou 200 000 éventuellement. Mais en fait, le plan, à mon avis, des Israéliens, c'est de rendre comment dire, pas l'installation, oui, de rendre la vie des Gazaouis à Gaza impossible. Voilà. Prenons la ville de Gaza. La ville de Gaza, au minimum, au bas mot, 80% des logements ont été détruits. Et pas seulement les logements, les écoles, les services publics, les mosquées, les hôpitaux, les commerces, les routes, bref, tout ce qui rend la vie faisable. Et donc, admettons qu'il y ait un cessez-le-feu, à un moment donné, il va y avoir un cessez-le-feu, c'est évident. Mais que va faire le million de Gazaouis qui vivaient à Gaza? Où est-ce qu'ils vont? Comment ils vont vivre? De quoi vont-ils se nourrir? De quoi vont-ils s'occuper? Et en fait, c'est une question tragique, parce que le but des Israéliens, c'est de détruire systématiquement, enfin, je veux dire, avec une énergie, une folie meurtrière absolument indécente.
Et donc, même soi-disant que les Israéliens ont dit aux Palestiniens de Gaza d'aller vers le sud, mais en fait, ils bombardent le sud aussi. Bon, donc, euh, finalement, ils ont réussi, probablement que Biden est dans une situation un peu délicate parce que même dans son parti, les voix s'élèvent contre cette folie destructrice des Israéliens qu'on a du mal à défendre. Et donc, bon, il a fait pression pour qu'il y ait une petite trêve, le temps d'échanger quelques otages. Parce qu'on imagine mal d'échanger des otages en plein bombardement. Et donc, on avait obtenu que le Hamas libère quelques enfants israéliens ou étrangers, une cinquantaine environ, des femmes et des enfants, contre 150 prisonniers palestiniens, des femmes et des mineurs. Bon. Et c'est une décision qui a été très difficile à obtenir du gouvernement israélien. Pourquoi? Parce que, en fait, le gouvernement n'en a rien à fiche des otages. Idéalement parlant, ce gouvernement se verrait bien les libérer par la ruse, par la force, montrer au monde, regardez comment on est fort, on a réussi à les libérer, et c'est formidable, c'est la fête et tout. Bon, manifestement, ils n'ont pas réussi jusqu'à présent. Et, et encore, et ça les stoppe dans leur campagne de bombardement. Mais Netanyahou ne peut pas non plus opposer une fin de non-recevoir à Biden. Et donc, Netanyahou a imposé cette trêve de 4 jours qui devait commencer aujourd'hui et qui a été reportée à demain. Il est possible que, parce qu'il y a des ministres soi-disant d'extrême droite, mais pour moi, tous les ministres en Israël sont d'extrême droite. La seule différence, je vais vous le dire, la différence entre Netanyahou et Ben Gvir, par exemple. Ben Gvir qui est présenté comme un ministre d'extrême droite. La seule différence, c'est que Netanyahou dit des choses de manière diplomatique. Par exemple, il dit souvent, oui, il faut trouver une solution pacifique, il faut une solution à 2 États, etc. Alors que Ben Gvir, et alors qu'il pense le contraire, évidemment. Alors que Ben Gvir dit les choses comme 90% des Israéliens le pensent. C'est-à-dire, la Cisjordanie est à nous, nous ne la rendrons jamais, les Palestiniens sont des intrus sur cette terre et on va les mettre au pas. Voilà. Donc, la différence entre un ministre d'extrême droite et un ministre qui ne l'est pas, c'est juste dans la libération de la parole. Donc, apparemment, il y aurait des ministres d'extrême droite qui auraient menacé de démissionner s'il y avait la trêve. Bon. Et donc, s'ils démissionnent, il y aura la chute du gouvernement et de nouvelles élections. Et à ce moment-là, Netanyahou sera balayé d'une façon extraordinaire. Bon, vu les circonstances, hein, c'est pas que les Israéliens auront changé de mentalité, c'est pas qu'ils vont voter pour la gauche, enfin la gauche, entre guillemets, entre 10 guillemets. Hein. Et, et donc, le gouvernement israélien, enfin, il n'a pas envie d'arrêter parce que s'il arrête, on va montrer les dégâts qui ont été causés, on va s'habituer à une trêve, et donc tout est à recommencer. Mais en fait, pour moi, même si on arrête dans une semaine ou deux, les Israéliens auront quand même remporté une demi-victoire sur le plan militaire. Pourquoi? Parce que le Hamas existera encore.
certes. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, la population, la ville de Gaza sera quasiment, je ne sais pas, au moins les 3/4 des gens vont vivre enfin, dehors, dans des tentes, enfin, je ne sais pas, ou bien dans les ruines. Je ne sais pas quelle ville pourrait avoir. Enfin, ça va être atroce. Et, donc, le Hamas va perdre beaucoup de son influence sur cette population-là. D'autant plus qu'il n'y a plus d'université. Ils l'ont détruite. Il n'y a plus de parlement. Il n'y a plus de mosquées. Les bateaux de pêche ont été systématiquement détruits. Donc, en fait, les Gazaouis vont avoir vraiment du mal à reprendre peu à peu une vie, enfin, normale. C'est terrible de le dire, mais une vie vraiment pénible, difficile. Et donc, pour les Israéliens, enfin pour le gouvernement israélien, ce sera déjà un acquis. C'est-à-dire que, bon, la suite au prochain numéro, disons, voilà. Et parce que, bon, cette situation, de toute façon, elle ne finira jamais. Mais disons que ça a permis aux Israéliens, malheureusement, hein, et je voudrais dire quelques mots sur le silence tonitruant des pays arabes et musulmans. Enfin, c'est dramatique, d'autant plus que les circonstances ont permis aux colons sionistes en Cisjordanie de donner libre cours à, enfin, à leur haine, à leur désir de prendre. Ils prennent les maisons, manu militari, ils chassent les Palestiniens, manu militari, ils chassent les chrétiens, les Arméniens. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Bon, les Européens tentent très timidement de dire oui, il faut quand même faut respecter les droits des Palestiniens, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire contre cette hystérie guerrière, cette hystérie de conquête, cette hystérie de, comment dire, de tuerie, de revanche. Et on peut pas, enfin, ils ne peuvent pas grand-chose. Le monde ne veut pas ou ne peut pas faire grand-chose. Voilà. C'est ça, malheureusement, la réalité. Et il y a une semaine, il y a eu un sommet des pays musulmans et arabes. Bon. Et malheureusement, enfin, il y a eu quelques déclarations, mais toute mesure concrète a été rejetée. Enfin, je veux dire, comment des pays qui se disent arabes et musulmans peuvent tolérer un tel massacre? Pas seulement, à la limite, bon, l'effacement de la Palestine, de Gaza, mais leur soumission à l'axe américano-sioniste. Ça veut dire ils se soumettent, ils admettent leur subordination à la Pax Israélana. Voilà, c'est ça le drame. Ça veut dire que demain, on va leur imposer d'autres concessions. Alors que, imaginez 50 pays arabes et musulmans, s'ils avaient dit on coupe toutes nos exportations aujourd'hui même, s'il n'y a pas un arrêt des combats, 50 pays qui disent on arrête tout. Que peuvent faire les Américains contre 50 pays? Un pays, oui, deux, d'accord, mais 50. Et puis le monde serait rentré dans un état de panique tel qu'on aurait fait des pressions énormes sur les Israéliens. Malheureusement, voilà, c'est une réalité triste, mais enfin, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, on l'a vu venir, cette démission, cette soumission arabo-musulmane
Bon, bien sûr, à part le Hezbollah, à part l'Iran, mais enfin bon, je veux dire, l'Iran, le Hezbollah sont, comment dire, on tente de les faire entrer dans une guerre. Je ne sais pas si le Hezbollah, c'est certain. Il y a des bombardements, il y a des assassinats de journalistes. On dit par exemple que les sionistes essayent de brûler les champs agricoles du sud du Liban pour chasser les habitants. Mais si le Hezbollah entre en guerre, ça va être Beyrouth, ça va devenir Gaza. Et voilà, donc malheureusement, c'est-à-dire derrière le soutien à Israël, il y a, il faut le dire, il y a d'abord des intérêts économiques. Je crois l'avoir mentionné il y a une semaine ou deux. Au large de Gaza, il y a des réserves de gaz extraordinaires. Voilà. Extraordinaires, fabuleuses. Bon. Que aucune compagnie n'avait osé exploiter parce qu'elle avait peur des représailles israéliennes. Bon. Même au début de cette année, l'Égypte et l'autorité palestinienne ont accepté de collaborer avec Israël pour exploiter ces gaz et se partager les bénéfices. Enfin, se partager. La grosse part irait à Israël, évidemment. Mais bon. Et la population de Gaza, wallo, rien du tout, ils n'ont qu'à crever. Bon. Et voilà, on voit le cynisme des Européens qui sont, bon, ils voient le gaz qui va arriver, et puis bon, ils ne vont pas se mettre à dos. Enfin, ils n'ont jamais voulu se mettre à dos Israël. Je vais vous raconter, enfin, je veux dire, il y a une anecdote. Vous savez, l'Union européenne avait voté il y a quelques années un règlement qui stipulait que les produits de Cisjordanie, les produits fabriqués par les Israéliens en Cisjordanie, ne devraient pas porter l'origine made in Israël. Vous imaginez l'Union européenne, après des années et des années d'efforts, a adopté un règlement pour dire oh, allez, on fait quelque chose. C'est pas possible. On ne peut pas rester les bras croisés quand même. Eh bien, même ce règlement, l'Union européenne n'arrive pas à l'appliquer. Voilà. Imaginez cette Union européenne qui prend des airs de grande puissance face à la Russie, devant un petit pays comme Israël, elle baisse son froc, l'Union européenne. Même l'inscription Made in Israël sur les produits de Cisjordanie occupée, elle n'a pas pu l'appliquer. Elle n'a pas pu appliquer son propre règlement parce que Israël a comment? C'est l'antisémitisme. Eh bien, l'Union européenne a fermé sa gueule. Bon, c'est ça la réalité, malheureusement. Vous savez, les gens se disent, mais comment on peut laisser, etc. Les relations internationales, c'est une question de rapport de force. Voilà. Comme les pays arabes et musulmans sont faibles, eh bien, ils payent le prix. Comme la Alors, Palestine. Pardon? Monsieur Cohen, je voulais juste revenir là sur ce que vous disiez là par rapport à la toute puissance d'Israël. Quand j'ai vu la vidéo là que vous avez faite il y a quelques jours avec Salim Laibi, lui il parlait plutôt justement de l'axe États-Unis-Londres qui avait justement cette influence sur Israël. Est-ce que vous pensez comme lui ou c'est plutôt l'inverse? C'est plutôt Israël qui a à mon avis, c'est plutôt Israël qui impose son agenda. D'accord. C'est-à-dire, les États-Unis, le Royaume-Uni, à mon avis, bon, bien sûr, ils sont pour une puissance israélienne, mais ils auraient voulu une puissance un peu plus douce, un peu moins flagrante, de manière à ne pas trop provoquer le monde arabe. Enfin, en tout cas, ne pas, disons,
suscité de trop grandes réactions. Mais ce sont les Israéliens qui ne veulent rien savoir et les autres pays sont obligés de suivre. Les États-Unis sont obligés de suivre, la Grande-Bretagne est obligée de suivre, l'Union européenne est obligée de suivre. Prenons la Chine. Voilà. La Chine est un gros client militaire d'Israël. Vous imaginez la Chine, l'Inde, ce sont des pays qui achètent pour des milliards de dollars à l'industrie militaire israélienne. Donc, pourquoi la Chine et l'Inde ou la Russie vont se mettre à dos Israël pour venir en aide à la Palestine et à un monde arabe qui est incapable de se défendre, qui est incapable, comment dire, de montrer qu'il est là. Je veux dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas, enfin, je veux dire, ok, par exemple, prenez l'Afrique. La Russie, elle est venue en aide au Mali. Pourquoi? Parce que le Mali s'est révolté. Parce que la Russie a trouvé un régime qui lui dit oui, venez m'aider et on va faire quelque chose. Comme la Syrie, par exemple. Mais le monde arabe est un monde figé. Le monde arabe est un monde d'autrefois. Et la Palestine, enfin la Palestine officielle, elle s'est soumise, elle collabore avec l'autorité qui maintient l'ordre en Cisjordanie. C'est l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne n'a pas appelé à résister à l'envahisseur sioniste quand même. Donc, pourquoi voulez-vous que cette autorité palestinienne reçoive de l'aide étrangère de gens qui se disent pourquoi on va se mettre à dos un pays aussi puissant? Puissant dans quel sens? Puissant Israël et puissant dans le sens où d'abord c'est une puissance nucléaire, c'est pas à négliger. Hein. Et quand on connaît un peu, et j'imagine que les diplomates étrangers ont une idée de la mentalité sioniste, et ils savent que ces gens-là, ils rigolent pas. Voilà. Et je vous assure, ils rigolent de moins en moins. Donc ce sont des fous qui se disent, qui sont convaincus, moi je suis sûr et certain, que si jamais on met leur pays en balance, ils sont capables de détruire une partie du monde juste pour dire, eh bien, si on doit partir, eh bien, une partie du monde partira avec nous. Et les gens le savent. Donc, c'est un pays, on prend des pincettes avec lui. On connaît l'action du Mossad, on connaît l'action des services spéciaux. Ils ont quand même participé à l'assassinat de Kennedy. Ils ont participé au 11 septembre. Ils ont bombardé un navire américain, le Liberty, en tuant 40 personnes désarmées. Et encore, on ne sait pas tout ce qu'ils ont fait, etc. Donc, on sait de quoi ils sont capables. Et donc, vous savez, on appelle le Mossad, d'ailleurs, quand on entend les spécialistes américains comme Scott Ritter ou Mac Douglas, ils disent que le Mossad est considéré comme le diable par les services secrets américains, etc. Donc, on n'a pas envie de se mettre à dos ce pays pour pas grand-chose finalement. Parce que finalement, s'il y avait une résistance arabe et islamique, par exemple, si les pays arabes avaient dit, et islamiques, on fait un embargo du jour au lendemain si on n'arrête pas les bombardements. Mais la Russie et la Chine auraient dit, OK, banco, on est avec vous. Mais à partir du moment où les premiers concernés se plient aux exigences israéliennes, et je dis se plient, bien sûr, de manière verbale, vous savez que les Arabes, les pays arabes, pardon, les régimes arabes sont les champions du verbe. Pour les déclarations, ils sont les champions. Voilà. Mais regardez tous les pays qui ont normalisé et qui vont normaliser. Donc, malheureusement, les relations internationales sont des relations basées sur la force, la puissance et les intérêts. Qui c'est qui avait dit les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les États sont des monstres froids
je vous cite des citations du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment. Voilà. Il faut être fort. Il faut montrer sa force, ou son intelligence, ou sa disposition à mener le combat. Voilà. Malheureusement, enfin, je veux dire, je le dis avec beaucoup de tristesse. Voilà. Mais malheureusement, c'est la réalité. Voilà. Et il ne faut pas compter. Vous savez, on dit par exemple aujourd'hui, l'opinion publique se retourne contre Israël, etc. Moi, je veux bien. Mais l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle va faire pour aider les Gazaouis à se rétablir? Est-ce qu'ils vont envoyer 10 milliards de dollars pour reconstruire Gaza? Voilà, je pose la question. Voilà. Et qui va les envoyer? Et qui va leur permettre? Regardez l'Égypte, Alors, elle ne fait rentrer un pardon. Et l'Égypte ne fait rentrer un camion à Gaza qu'avec l'aval des Israéliens. Un camion n'a pas le droit d'entrer à Gaza sans l'aval des Israéliens. Est-ce que vous imaginez l'Égypte, un pays de 100 millions d'habitants, et qui attend l'aval des Israéliens pour faire rentrer un camion humanitaire? Voilà où on en est. Ok, justement, justement, le Qatar a eu l'accord là pour verser 30 millions de dollars là pour justement pour éviter que le système politique. oui, oui, parce que les Israéliens avaient intérêt à ce qu'il y ait un système qui fonctionne à Gaza. Ils ont besoin d'un ennemi aussi. Regardez par exemple, les Israéliens disent le Hamas veut nous détruire. Mais enfin, quand on dit ça, il n'y a pas un éclat de rire général? Enfin, soyons sérieux. Moi, je suis de plus en plus convaincu aujourd'hui que ce qui s'est passé le 7 octobre a été, a été réalisé grâce en partie ou en grande partie avec l'aval de l'État profond sioniste. Parce qu'on ne vient pas me raconter que pendant on le sait, pendant 5 heures, l'armée, les services spéciaux étaient terrés dans un bunker, enfin dans une espèce de salle d'état-major, et ils n'ont donné l'ordre de bouger qu'au bout de 5 heures. Alors, il faut quand même pas. Voilà. Donc, ils avaient besoin, et puis ce sont les forces israéliennes qui ont assassiné des centaines des leurs. Regardez les destructions des maisons, des voitures. Ça ne pouvait pas être fait avec des kalachnikovs. Donc, le régime sioniste avait besoin de ce coup d'éclat. Peut-être qu'à ce moment, vous savez, pendant 20 ans, 30 ans, Israël avait besoin d'un Hamas qui existait. Moi, j'ai toujours dit que si Israël avait envie de détruire, en tout cas, les infrastructures du Hamas avant le mois d'octobre, il aurait pu le faire. Ils connaissent, ils savent tout ce qui est à Gaza, c'est-à-dire, à part les tunnels, bon, d'accord. Mais enfin, ils savent, ils connaissent les responsables, les ateliers, etc. Même les tunnels, ils auraient pu, enfin, une partie en tout cas, les bombarder, mais ils n'ont jamais voulu parce qu'ils avaient, jusqu'au mois d'octobre, ils avaient envie que le Hamas existe. À partir d'octobre, à un moment donné, ils ont dû se dire, on va changer nos plans. Maintenant, on va créer un choc énorme pour chasser les Gazaouis de Gaza. Parce que c'est deux profits. Un, Israël pourrait conquérir un territoire dans lequel elle pourrait mettre 500 000, un demi-million d'habitants si le nettoyage ethnique réussissait. Et deuxièmement, on va pouvoir exploiter le gaz de manière libre et indépendante. Bon, maintenant, il y a quelques hicks. Ça coince un peu. Voilà. Mais, enfin, voilà, j'arrête là. S'il y a des questions comme ça, on d'accord. pourrait débattre. Très bien, merci. Donc, il y avait juste, j'apprends qu'essayer de monter tout à l'heure, ni moi ni Samsoul avons réussi à te faire monter, donc essaye de sortir de l'appli, de revenir. Il y avait sinon Philippe. Voilà. Bon, Philippe était monté après, mais il y a Faisal qui est là. Bon, bah, Faisal, vas-y.
Attends, il faut que je réactive, voilà. Excusez-moi, les micros. Faisal, c'est bon, normalement, tu peux activer ton micro, désactiver, pardon. Peut-être le petit moment d'attente. Voilà. Ah, moi, j'attendais de voir si Philippe, peut-être que lui a le micro coupé aussi. Bonsoir, monsieur Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'aurais voulu revenir sur un petit point, d'abord sur les tunnels. Oui. La technologie existe pour que Israël soit au courant, même et cartographier les tunnels, parce qu'il y a des technologies pour cartographier les sous-sols aujourd'hui, donc je pense pas que ce soit un problème pour eux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a beaucoup de bizarreries qui appelleraient à de vraies enquêtes indépendantes pour qu'on sache ce qui s'est passé le 7 octobre. Vous avez fait une petite liste, je ne vais pas en rajouter. Je voulais vous poser des questions par rapport au cessez-le-feu, par rapport à cette trêve humanitaire. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que les sionistes ne respectent jamais les trêves et les cessez-le-feu? J'aurais voulu avoir votre avis. Merci. Pardon, les sionistes ne respectent jamais les cessez-le-feu, c'est ça? C'est la marque de fabrique des sionistes. La marque de fabrique. Vous savez que les sionistes, par exemple, ils n'ont jamais. Ils violent les accords quand ça leur chante. Vous savez qu'en 1948, quand l'ONU a voulu créer deux États fédérés, Israël et la Palestine, et à ce moment-là, Israël a déclaré son propre État, et pour qu'il soit reconnu par l'ONU, Israël a écrit une note disant que nous respectons le droit international et nous respecterons toutes les résolutions votées par l'ONU. Et donc l'ONU a donné son accord. Donc, ce qui fait que l'ONU peut, sur la base de ce document, exclure le régime sioniste. Mais elle ne le fait pas parce que les rapports de vente, etc. Il y a eu plusieurs accords de cessez-le-feu en 1948-1949, parce qu'il y avait la guerre entre Israël et l'Égypte, etc. Bon. Mais ces accords de cessez-le-feu, ces armistices, ont toujours été violés par les Israéliens. Les Israéliens n'ont jamais, il y a des centaines de résolutions de l'ONU et du Conseil de sécurité qui n'ont jamais été respectées par les Israéliens. Donc, c'est un État qui fait fi du droit international. C'est sa marque de fabrique. C'est peut-être, ça lui donne cette aura de l'État qui dit merde à la communauté internationale et qui défie la communauté internationale de venir lui faire la leçon. Voilà. C'est sa marque de fabrique. Et d'ailleurs, la communauté internationale n'a jamais relevé le défi. La Russie, il y a eu des sanctions financières, économiques, industrielles, tout ce que vous voulez. La Russie, quand même, c'est pas rien. Eh bien, Israël n'a jamais eu le moindre début de projet de sanctions. Et j'ai dit tout à l'heure que même l'inscription de Made in Israël imposée, mise sur les produits en Cisjordanie, même ça n'a pas pu être appliqué. Donc c'est un État, il faut le dire carrément, franchement, c'est un État qui n'a jamais respecté le droit international ni les résolutions et ne les respectera jamais. Et si des États arabes pensent pouvoir faire des accords avec lui et qu'ils respectent les accords internationaux, ben, ils se mettent le doigt dans l'œil. Voilà. Et d'ailleurs, l'autorité palestinienne, elle a pris à ses dépens. Elle a signé les accords d'Oslo, mais elle n'a rien obtenu. Voilà.
Monsieur Cohen, je rebondis sur ce que vous voulez dire là, sur les accords d'Oslo. Euh, Oui, Selon vous, ils ont été signés volontairement ou à l'époque, Yasser Arafat avait quand même eu une certaine pression pour signer? non, pas du tout, volontairement. Yasser Arafat, excusez-moi, vous savez, moi j'avais beaucoup d'estime pour Yasser Arafat. Malheureusement, à partir des années 80, fin des années 80, quand il a quitté le Liban, il n'était plus rien. Vous savez ce qu'a dit Rabin? Moi, je l'ai entendu de la bouche de Yehuda Lankri, l'ambassadeur d'Israël à Paris. Il a dit, Rabin a dit en 92, nous allons sortir Arafat de son trou et il va faire ce qu'on lui demandera de faire. Le problème avec Arafat, c'est qu'il était zéro. Il était réfugié en Tunisie, il n'était plus rien. Vous imaginez ce type qui allait à l'ONU brandir un rameau d'olivier, un revolver, et il était un personnage dans les années 70, 80. Mais une fois réfugié en Tunisie, il n'était plus rien. Il ne représentait plus rien du tout. Et donc, voilà le génie sioniste, je suis désolé de le dire. Et malheureusement, de l'autre côté, c'est la bêtise, la connerie et la lâcheté. Au lieu, Arafat, il lui a dit, viens, 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 comme un caniche. Il a sifflé, il est accouru. Mais Arafat aurait dû lui dire, mais monsieur Rabin, il y a des chefs de l'intifada en Cisjordanie. Il y a Barouti, vous devriez négocier avec lui. Moi, je ne suis rien du tout. Moi, je n'ai pas envie de négocier. C'est ça qu'il aurait dû dire. Et Barouti aurait tenu tête à Rabin. Mais malheureusement, Yasser Arafat est accouru. On ne l'a pas obligé. Au contraire, il a tout accepté. Il a accepté, il a donné. Qui l'aurait obligé de faire quoi que ce soit? Qui l'a fait sortir de Tunisie pour le forcer à quoi que ce soit? C'est quoi ces racontards? Pas du tout. Voilà, malheureusement, Arafat a vu là l'occasion. Vous savez, c'est ça le malheur des hommes politiques. Pourquoi les hommes politiques trahissent? C'est comment dire, tous les hommes politiques trahissent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, euh, leurs intérêts divergent, leurs propres intérêts personnels, d'orgueil, d'ego, divergent avec l'intérêt du pays, avec l'intérêt national. Et à ce moment-là, ils perdent la tête. Arafat, il n'était rien. Et tout à coup, il s'est dit, je vais revenir sous les projecteurs de l'actualité internationale. Imaginez, il a signé l'accord à la Maison-Blanche. Enfin, je veux dire, attendez. Et même de 93 à 2004, année de sa mort, à aucun moment il ne s'est dit je vais foutre le camp et je vais dissoudre l'autorité palestinienne parce que je me suis fait arnaquer. Voilà. Donc, pendant 11 ans, il a joué le jeu de la collaboration avec le régime sioniste, en faisant semblant de résister. C'était une résistance de pacotille. Il aurait pu très bien s'en aller et dire l'autorité palestinienne est dissoute. Voilà. Et il aurait mis fin à cette mascarade. Pourquoi il ne l'a pas fait? Voilà, malheureusement, c'est à un moment donné, il y a des réalités qui sont dures à dire, très difficiles. Surtout parce qu'Arafat a fait dans les années 60 et 70 et 80. C'est ça qui est dramatique. Moi, j'ai beaucoup de tristesse de parler comme ça d'Arafat. Mais malheureusement, c'est la réalité. Et il faut accepter de dire les réalités, même si elles sont pénibles, même si elles touchent Arafat, même si elles touchent X ou Y. Voilà, Arafat personne ne lui a mis, il était tranquille à Tunis, il aurait pu y rester, ou il aurait pu dire, voilà, il y a Barouti qui est le chef de l'intifada, c'est lui qui devrait négocier avec. Voilà, mais malheureusement, voilà, ça ne s'est pas fait comme ça. Très bien, merci, Monsieur Cohen. Donc, il y aura une réaction certainement. Alors, c'était Philippe, je crois. Hein. Philippe et après Zoro. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Cohen, toujours un plaisir de vous écouter et de pouvoir échanger également. Alors, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur Arafat, ça me rappelle les propos
d'Octave Mirbeau ou de Simone Veil. Je suis assez d'accord sur la politique et le besoin, malheureusement, ou l'obligation de trahir. Si je puis me permettre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur. Je vais revenir en arrière, j'ai noté 3 points. Sur l'aval sioniste de l'attaque du 7 octobre. En fait, Oui. je suis d'accord avec vous dans la mesure où certainement qu'Israël connaissait les, comment on appelle cela, connaissait les forces du Hamas certainement, mais en revanche le succès, ça j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que Israël n'a pas été surpris de ce succès-là. Je voulais avoir votre avis dessus, et surtout que quand on regarde l'image d'Israël aujourd'hui, avec l'hôpital El-Shifa, etc., on imagine mal les dirigeants israéliens tout contrôler, parce que là, pour le coup, leur image a été détruite, j'imagine, pour des décennies. Et donc, ça me permet de rebondir sur un autre point qui est, et je voulais avoir votre avis dessus, sur la différence entre la centralisation de l'information, c'est-à-dire, il y a quelques mois encore, l'information était totalement centralisée, les médias dominants, etc. Et aujourd'hui, on peut, via Twitter, via d'autres plateformes, parler directement, échanger. Et j'ai l'impression qu'Israël, finalement, gagnait énormément lorsque le système était centralisé. Mais dès lors où on entre dans un monde décentralisé où l'information, pour le coup, est mieux distribuée ou distribuée de manière différente, j'ai l'impression que là, pour le coup, ils sont en train de frémir. Et on l'a vu avec l'affaire de Guillaume Meurice, vous savez, le comique de France Inter. Là, aujourd'hui, à l'époque, l'information serait passée, mais là, il y a énormément de gens qui se sentent scandalisés, qu'on aime ou pas la personne, hein, mais qui se retrouvent devant un commissariat, c'est assez fort de café. Dernière question, et j'arrêterai là. Je voulais. Philippe, d'abord. Il vaut mieux que je réponde à chaque question, parce que, d'accord, enfin, si vous voulez, parce que sinon. Bien sûr. Hein, allez-y, quand même. Alors, je réponds d'abord à la question du 7 octobre. Bon. Admettons que les Israéliens aient été pris par surprise, d'accord? Admettons, voilà. Admettons que la surprise ait été totale. D'accord? Très bien. Pourquoi les Israéliens ont mis 5 heures à réagir? Première question. Est-ce que, vous savez, c'est des distances, vous savez, entre Tel Aviv, les centres du pouvoir, les bases militaires, etc., il y a peut-être 50 km, 60 km. Alors, il ne faut pas, quand même, je connais un peu le pays, je veux dire, on a mis 5 heures. 5 heures, les bras croisés. Bon, ça veut dire, bon. Deuxièmement, pourquoi les forces israéliennes n'ont pas envoyé des tanks, etc., pour fermer la frontière avec Gaza, empêcher les Gazaouis de retourner à Gaza, les bloquer. Troisièmement, pourquoi ils ont bombardé avec une violence terrible leurs propres concitoyens. Regardez les images les grandes destructions des kibbutzim, des voitures, etc., ont été réalisées par des moyens lourds que n'avaient pas les combattants du Hamas. Donc, tout ça fait que, même admettons qu'il n'ait pas été au courant, bon, encore que. Donc, les Israéliens ont joué, en tout cas l'État profond, militaire, comment dire, l'organe militaire du renseignement, etc., a voulu créer cet état de choc. Voilà. Et il a réussi d'ailleurs, parce que, regardez, le monde, enfin, le monde entier, parce qu'il a bien voulu tomber dans cet état de choc. Mais ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'Israël, avant le 7 octobre, était au bord de la guerre civile à cause de la réforme judiciaire. Et c'était vraiment des manifestations, enfin, les manifestations des deux camps. Et donc, l'État profond s'est dit comment on va surmonter cette division qui va représenter une cassure quasi irréparable de la société israélienne, vraiment. Et donc, voilà, ces raisons m'incitent à penser que l'État profond, même admettons qu'il n'ait pas été au courant, a joué quand même, a voulu que la catastrophe soit la plus grande possible.
Je me souviens d'une autre de vos questions, c'est comment dire, l'information, l'état d'esprit, etc. Certes, certes, Israël va perdre, comment dire, un appui dans l'opinion publique, mais au fond, enfin, moi, je vous donne mon sentiment, hein. Après, je veux dire, chacun il pense comme il veut, hein. Euh, c'est, comment dire, pour les Israéliens, pour le régime sioniste, ça ne fait ni chaud ni froid. Voilà. Bien sûr, ils auraient voulu, ils n'aimeraient pas, enfin, ils étaient très bien dans la position du petit pays démocratique, le seul pays démocratique de la région, etc. Les mauvais Arabes, les mauvais terroristes, cette belle image et tout. Mais vous savez, ils n'ont pas perdu la main. En tout cas, en Occident, grâce aux Sayanim, c'est-à-dire ils arrivent à limiter, ils limitent beaucoup les dégâts. C'est par exemple, aujourd'hui, j'ai posté un article comme quoi il y a eu à New York des grands hommes, des grands banquiers, des patrons de, comment on appelle ça déjà, des groupes d'investissement, voilà, ont publié un article, en tout cas un manifeste, donc représentant une très grande partie, et vous savez à quel point les Sayanim sont très forts à New York, dans les milieux d'affaires, et partout, même enfin, l'Ouest, etc., ou dans le monde du cinéma. Dire que le monde des affaires appuie totalement Israël et que tous ceux qui critiqueraient Israël seraient licenciés. Donc, vous savez, Israël n'a pas tellement. Ok, bon, on a permis à Guillaume Meurice, mais enfin, il y a par exemple cette influenceuse qui avait moqué une fake news sur un bébé mis dans un four. Eh ben, le procureur a réclamé. Bon, la décision, le tribunal rendra son jugement en décembre, dans 2 semaines. Enfin, le procureur a quand même réclamé une peine de prison avec sursis et une amende. Donc, il y a un système de répression qui est mis en place. L'Occident ne tolère, jusqu'à présent, il a réussi à limiter les dégâts. Et donc, et puis moi, personnellement, enfin, moi, je crois dans, comment dire, l'opinion publique aujourd'hui, ok, elle est chauffée, mais dans 3 mois, une fois par exemple que les Israéliens auront détruit en grande partie Gaza, enfin, et puis se seraient retirés. Bon, on va vous inventer un autre problème, il y aura un virus, il y aura une guerre quelque part, puis on aura oublié. Vous savez, l'opinion publique, elle ne va pas rester pendant 2 années sur. C'est ça la réalité, malheureusement. Et donc, on passera à autre chose. Et malheureusement, Gaza sera dans l'état où elle est, et puis ben, on ne fera pas grand-chose, hein. C'est-à-dire, je ne vois pas les pays arabes et musulmans mettre même comment ils vont mettre 10 milliards. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de l'Égypte. L'Égypte, pour faire entrer un camion, a besoin de l'aval d'Israël. Est-ce que vous croyez que les pays arabes, s'ils veulent mettre 1 milliard ou 10 milliards pour la construction, vous croyez que les Israéliens vont les laisser faire? Non, voilà. Donc, malheureusement, c'est vrai que, comme dans mon échange avec Salim Naibi, lui, il était, enfin, il appuyait, il trouvait ça positif. Je ne dis pas le contraire, mais moi, je pense, je suis un peu cynique et machiavélique en termes de relations internationales. Moi, je ne crois pas du tout, je ne crois pas beaucoup dans les beaux principes, la bonté humaine, etc. Ça n'existe pas, cette histoire. Dans les relations internationales, ce n'est pas vrai. Voilà. Dans les relations internationales, ce sont tous des salauds et des fils de pute. Voilà, je m'excuse, mais je suis désolé, Ouari, ce n'est pas la peine de faire ça. Non, non, ça veut dire, vous savez, l'histoire des relations internationales est pleine de ces. Enfin, c'est à vomir. Voilà, les relations internationales, c'est à vomir. Qu'est-ce que vous croyez? On verse des larmes sur. Mais voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous écoute parce que j'ai répondu à toutes vos questions.
Merci, Monsieur Cohen. Donc, on va donner la parole à Zoro. Après, ce sera J'apprends et Dr. Flitox. Allez, vas-y, Zoro. Salam alaikum. Comme Salam, bonjour Monsieur Cohen. J'espère que vous allez bien. Monsieur Cohen, Bonjour. Oui. je suis toujours soif de votre science. Maintenant, il y a d'autres analystes qui parlent, en tout cas aux États-Unis surtout, d'un problème qui commence à se présenter pour Biden par rapport au fait qu'aujourd'hui, alors qu'Israël, jusqu'à aujourd'hui, toujours été une solution, aujourd'hui, Israël deviendrait un problème par rapport à la stratégie et aux élections. Et donc, il y a même une remise en question de l'importance de l'IPAC aux États-Unis par rapport à une grosse partie du Parti démocrate, de plus en plus. Quel est votre avis là-dessus? Et est-ce que, parce que j'ai envie de dire, c'est très sombre ce que vous dites depuis un petit temps, et j'espère avoir un tout petit peu de lueur au fond du tunnel. Est-ce que vous ne pensez pas que, étant donné qu'Israël sans les États-Unis, ce n'est rien, parce qu'il faut quand même le dire, sans les États-Unis, Israël n'est rien, est-ce que vous ne pensez pas que c'est de là que viendrait peut-être l'espoir? Pourquoi vous prenez, enfin en tout cas, bon, vous prenez le problème d'une certaine façon. Moi, je vais le prendre autrement. Sans les États-Unis, Israël n'est rien. Mais pourquoi les États-Unis lâcheraient Israël? Mais c'est leur porte-avions dans la région. Mais comment dire, c'est leur assurance vie dans la région. Pourquoi voulez-vous que les États-Unis abandonnent Israël? Enfin, sans Israël, les États-Unis auraient probablement perdu le Moyen-Orient. Vous savez, dans les années 50, et 60, pardon? Dans les années 50 et 60. La réponse des analystes, c'est la suivante. Ils disent qu'en fait, les États-Unis ont changé de porte-avions. BlackRock a signé un énorme contrat avec MBS. Il y a énormément de projets qui sont mis en place. Et aujourd'hui, d'après ces analystes, et je vous dis des analystes prestigieux, je veux dire, c'est pas n'importe qui, en fait, aujourd'hui, à la place d'être une solution, Israël devient un caillou dans les pieds parce que BlackRock, MBS, les projets, les milliards de milliards, ils veulent faire du Moyen-Orient une espèce de Suisse. Et aujourd'hui, le problème, c'est que, je parle encore, hein, c'était des projets à 20 ans, évidemment, mais là, aujourd'hui, ces gens-là qui sont, comme vous dites, cyniques et ouais, bon, je ne vais pas répéter vos mots, mais vous imaginez bien que je pense la même chose que vous. Eh bien, aujourd'hui, Israël, ayant été à un moment donné la solution, aujourd'hui devient un énorme problème parce que c'est le chien fou, ils appellent ça en anglais, c'est le chien fou dans le jeu de qui? Parce qu'ils ne sont pas gérables. Et ça, c'est pas jouable, surtout pour des boîtes comme BlackRock. Voilà, c'était ça la réponse. Bon, moi, enfin, vous savez, c'est une question de vision, d'interprétation. J'admets qu'on puisse avoir d'autres interprétations, d'autres visions, mais moi, d'abord, l'influence d'Israël aux États-Unis, on ne connaît pas suffisamment, c'est pas seulement sur le président. 90% des parlementaires américains ne pourraient pas être élus s'ils étaient critiques envers Israël. Déjà, d'une part. Voilà. Ça, ils ont réussi à infiltrer, lisez le livre de Mearsheimer, enfin bon, comment dire, ils ont réussi à infiltrer le système de telle sorte que lorsqu'il y a un candidat, bon, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a par exemple cette Ilhan Omar, enfin j'ai oublié son nom exact, cette black qui est pro-palestinienne, démocrate. Enfin, elle est élue à New York dans un quartier vraiment, ils peuvent pas, les Israéliens ne peuvent pas tout contrôler. Mais enfin, ils contrôlent quand même 80%, 90% des parlementaires. Et donc, déjà, voilà déjà un acquis. Bon. Deuxièmement, si vous connaissez l'histoire de Trump, et je vous invite à faire des recherches. Malheureusement, j'ai pas de. Vous savez, en 2016, lorsqu'il s'était présenté, il avait une vision assez égalitaire. C'est-à-dire, moi, je me souviens d'un de ses discours de campagne. Il renvoyait dos à dos les Palestiniens à Israël, ce qui était absolument révolutionnaire aux États-Unis. Eh bien, ils lui ont fait comprendre. Il y a eu des. Enfin bon, c'est dommage, j'aurais voulu garder le lien de la vidéo où il y a un Américain qui expliquait tout ça. Comment on a réussi à lui faire comprendre qu'il avait intérêt à aller dans le droit chemin. Voilà. Eh bien, il s'est mis dans le droit chemin.
D'ailleurs, il est devenu le plus pro-sioniste, enfin, l'ambassade à Jérusalem, la reconnaissance du Golan israélien, etc. etc. Bon, les normalisations et tout. Ça veut dire que le lobby l'a mis dans sa poche. Et alors que Trump ne pensait pas du tout comme ça. Voilà. Je regrette de ne pas avoir la vidéo sous la main, mais vous pouvez faire des recherches si vous voulez. Trump en 2016, comment il a changé. Donc, on ne va pas se débarrasser d'Israël aussi facilement. Et moi, personnellement, je pense à une chose, c'est que Israël est le plus fiable, vous savez, MBS, qu'on le veuille ou non, vis-à-vis des Américains, c'est quand même un arabe. Enfin, je veux dire, je suis désolé de dire comme ça, c'est-à-dire quoi un arabe? Ça veut dire qu'il peut être renversé, il peut changer d'avis, il peut, alors que les Israéliens, ça fait 70 ans qu'ils collaborent avec l'Occident et on peut toujours compter sur eux. Bon, c'est vrai, de temps en temps, ils sont un peu fous. D'accord. Mais tout compte fait, ils rendent quand même des services. Voilà. Et sans eux, il y aurait eu probablement, enfin peut-être l'Irak aurait été un grand pays nationaliste, la Libye aurait été un grand pays nationaliste, la Syrie, etc. Et donc, finalement, et après tout, même BlackRock, elle a besoin, à mon avis, enfin, je donne mon avis, vous savez, moi, j'accepte qu'on ait des points de vue divergents, différents, totalement, etc., ou en partie, il n'y a pas de souci. Mais Alors, moi, je pense que, pardon, je termine avec BlackRock. Moi, je pense que même BlackRock, il se dit, vous savez, je vais investir 1000 milliards, 2000 milliards, mais si j'ai un chien de garde comme l'Israélien, qui peut, avec quelques milliards, etc., il fera ce que je lui demanderai de faire. Mais c'est une région instable. C'est une région qui connaît, enfin, vous n'avez pas connu les années 50 et 60, 70, il y a eu tellement de coups d'État, de renversement de palais, etc. Et MBS, qu'est-ce, euh, combien de temps il peut durer voilà. Donc, en fait, même BlackRock, à mon avis, enfin voilà, je donne humblement mon avis, même BlackRock aurait besoin d'une assurance vie comme Israël. Voilà. alors, Monsieur Cohen, il y a beaucoup de mains levées. Je crois que ce soir, vous allez faire un peu de rab. Oui, Je oui, vais, d'accord, moi un petit peu, un petit peu. ouais, je vais donner la Tant parole à. que, tant J'apprends. que je suis, tant que je suis en forme, ça va. Ok, très bien. J'apprends ton micro. J'apprends une fois. Bon, j'apprends quand tu pourras. Bah, tu prends. Un petit peu, c'était compliqué pour le faire monter. Ouais. Et ben, on va donner la parole à Dr. Filtox. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, moi je voulais faire une remarque et poser une question. Donc, si vous permettez, j'ai écouté, vous avez dit que les Israéliens n'étaient pas surpris par l'attaque du 7 octobre, d'une part. Moi, je n'ai pas la vision. Moi, je pense qu'ils ont été surpris parce que je ne pense pas qu'ils auraient sacrifié 75 ans du travail du Nasbara qui a fait une propagande pour expliquer qu'ils avaient des services secrets extraordinaires, hors du commun et qu'une armée imbattable. Enfin, ils ont fait toute leur propagande, qu'ils allaient sacrifier tout ça juste. Moi, je pense que le nombre d'heures dont il était question, c'est-à-dire leur tergiversation, c'est parce qu'ils devaient préparer des éléments de langage pour pouvoir justement le massacre dont ils ont fait partie. C'est pas évident d'avoir massacré sa population et en 2 heures fabriquer comme ça toute une propagande qu'on a vu passer juste après justement le 7 octobre. Et deuxième point, ce que je voulais vous poser comme question, quand vous avez dit que c'est ce qui est en train de se passer. Après 3-4 mois, il y aura un autre événement, on va passer à autre chose. Moi, je pense qu'avant, déjà le 7 octobre, il y a une partie de la population qui est au fait de la question palestinienne
qui est de tout temps été mobilisé, les PDS et tout ça, enfin, vous savez, vous-même, d'ailleurs, vous-même, donc vous étiez mobilisé. La différence, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui ne connaissaient pas ou qui connaissaient très vaguement la question palestinienne, qui s'appelait à l'époque la question d'Israël, c'est-à-dire qu'ils passaient par cette case-là, ne connaissaient pas le fond de l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, indépendamment des gouvernants qui, eux, font des affaires, ils sont dans de la gestion politique de la situation. Moi, je parle du reste du monde, même si on pense toujours que ça pèse pas trop lourd. Vous avez cité les États-Unis. Moi, j'y crois beaucoup. Moi, à titre personnel, moi, je vois des gens qui ne savaient pas ce qu'était la question palestinienne, qu'il fallait expliquer. On n'était même pas audible, même si on explique des choses qu'on est en train d'entendre aujourd'hui. Mais avec ce qui s'est passé, les gens ont fait les démarches eux-mêmes. Ils découvrent une situation que les gens ne connaissaient pas. Que la c'est-à-dire la propagande, comme vous dites, les Sayanim ont tout fait pour essayer d'étouffer. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Quand je vois que les universités aux États-Unis, c'est ça le problème des États-Unis, c'est la génération qui va arriver, où elle, aujourd'hui, découvre une situation qu'elle ne connaissait pas à cause de l'usage de certains éléments de langage. Donc ma question, est-ce que vous pensez que ce que je viens de vous dire tient la route ou alors je suis juste naïf? Donc ma question, c'est juste parce que moi, dans ma tête, tout prend sa place. Est-ce que les éléments sont corrects ou alors il me manque quelque chose ou je ne sais pas. Moi, je crois que ça va faiblir en tout cas. Bon, sur le premier point, il y a une divergence d'opinion, donc je vous laisse comment dire, la liberté de penser que. D'ailleurs, tout à l'heure, en discutant en répondant à une question de quelqu'un, j'avais dit que même s'ils n'étaient pas au courant, même s'ils avaient été pris par surprise, il y a des éléments qui montrent qu'ils ont tout fait pour montrer, enfin, il y a des éléments qui montrent qu'ils ont tout fait pour que les choses s'aggravent. Après, qu'on dise, oh là là, 75 ans, on a dit, c'est pas, vous savez, moi, bon, j'ai vécu quand même un peu. Je vais vous dire, la question palestinienne a été soulevée 10 fois, 20 fois dans le monde. Voilà. Et donc, ce n'est pas la première fois que la question palestinienne sort sur les campus, les manifestations, etc. Bon, c'est vrai que cette fois, nous la vivons et nous avons l'impression qu'il est possible que ça marque. Moi, je ne sais pas. Il est possible que ça marque à long terme. Encore que, vous savez, moi j'ai vécu par exemple le mouvement hippie et j'étais en Amérique du Nord. Et je vous assure que quand on a vécu ce mouvement de révolte des universités contre la guerre du Vietnam, contre le capitalisme, contre la consommation, etc., je vous assure que si on nous avait dit à l'époque que quelques années après, il y aura Reagan, qu'il y aura Bush, on aurait rigolé parce que c'était impossible. Donc, vous savez, moi, encore une fois, on peut diverger, il n'y a aucun souci. Vous avez votre opinion, je donne la mienne. Voilà. Moi, je ne crois pas beaucoup. C'est-à-dire, je vois le rapport de force. Et le rapport de force, il est colossal en faveur des Israéliens. Voilà. C'est-à-dire, au niveau de la propagande. Bien sûr, regardez par exemple, prenons les universités américaines. D'accord? Très bien. Les universités américaines, comment elles fonctionnent? À 50% de leur budget vient des donations. D'accord? Ça, c'est un fait. Alors, elles ont de grands budgets. Les Américains, ce sont des gens généreux. C'est-à-dire que quand ils sont passés par une université à Harvard, par exemple, les anciens qui ont réussi, sont devenus avocats, etc., ils versent du fric à l'université. Et toutes les universités américaines, 50% de leur budget viennent des donateurs privés. Alors, que ce soit des entreprises, des particuliers, etc. Or, il y a un mouvement qui s'est développé aux États-Unis pour dire aux universités, ils appellent les doyens et ils leur disent, bon, attention, si vous permettez une expression anti-israélienne, il n'y aura plus de budget pour vous. Enfin, en tout cas, il y aura une bonne partie de ces donations qui seront suspendues. Voilà. Eh bien, les universités font gaffe. C'est-à-dire, on a un rapport de force. Après,
euh, on verra peut-être si vous avez raison. Peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, il y aura un raz-de-marée de l'opinion publique pro-palestinienne. Ce que malheureusement, enfin, je le dis enfin, en tout cas, c'est mon opinion et je la partage, comme on dit. Enfin, voilà. Et donc, vous savez, j'ai assisté à plusieurs retournements de situation, etc. Je vous assure que la question. Enfin, est-ce que vous avez. Enfin, moi, j'ai connu l'époque, par exemple, de l'invasion du Liban en 82 et Sabra et Shatila. Bon, par exemple. Un exemple qui me vient à l'esprit comme ça. Et s'il y a eu une émotion dans le monde extraordinaire, mais, enfin, je veux dire, vous savez, dans les années 70, la question palestinienne était comment dire, d'une actualité, elle était brûlante. Et bien voilà, et après, bon, on est passé à autre chose. Voilà. Et moi, je vous donne mon sentiment, mon intuition. Voilà. J'espère, à la limite, je dirais, j'espère me tromper. Voilà. Mais je crois que il y a, il y a un camp, il y a le camp de ceux qui veulent croire défendre la justice, les droits de l'homme, les peuples opprimés, etc. D'accord? Et de l'autre côté, il y a les gouvernements, les grands intérêts financiers, les BlackRock, les Vanguard, la banque Rothschild, comment dire, Goldman Sachs, et le complexe militaro-industriel américain, et l'Union européenne, et patati et patata. Eh bien, ces gens-là, ils ont quand même du poids et ils finissent par recouvrir la réalité avec leurs objectifs. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon sentiment. Mais on n'est pas. Enfin, voilà. Très bien, merci, M. Cohen. On va donner la Allez. parole à Japran qui est remonté. Japran, tu nous entends? Ton micro? Ah, ton micro est bas, Japran. On c'est faible. Là, vous m'entendez là ou pas? Moi, je t'entends, M. Cohen, je ne sais pas s'il t'entend. Oui, oui, allez-y, allez-y. Oui, voilà, moi, là où je suis d'accord avec vous par rapport à Yasser Arafat, ça a été la plus grande trahison en 1990 quand ils ont décidé de faire la paix. Là, tout le monde le sait, apparemment, il y a beaucoup de ça pas, tout ça, mais ça a été la plus grande trahison. Et c'est accaparé du pouvoir et de la Palestine, tout ça, et on a vu le résultat à la fin. Et, bref, là où je ne suis pas d'accord avec vous, vous avez minimisé un peu l'attaque du 7 octobre de la résistance palestinienne. Ça a été une humiliation que l'État sioniste n'a pas vécue depuis 1948. Voilà. Et vous oubliez, monsieur Ocon, vous exagérez. Vous savez, ce n'est pas la première fois que les Israéliens. Ah, pardon, vous avez fini ou pas? C'est la première fois un petit groupe de 2000 personnes a causé autant de dégâts à l'État sioniste. Et ça, tout le monde le sait, et même les Israéliens le savent, mais ils veulent minimiser. Vous avez dit une chose, comme quoi Israël a gagné, elle n'a rien gagné. Si pour vous, gagner, tuer des civils et des enfants, parce que pour gagner une guerre, il faut venir au bout des résistants. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, excusez-moi, vous me faites dire des choses que je ne dis pas. Quand je dis pour moi gagner, quand je dis pour moi gagner, ça ne veut pas dire tuer des civils. Voilà. Gagner, c'est obtenir un objectif. Et s'il faut par cet objectif tuer des civils, c'est le. Je veux dire, moi je ne rentre pas dans les moyens qu'ils utilisent. Voilà. Il se trouve que le régime sioniste a des objectifs et il les a atteints par des moyens les plus dégueulasses, je vous l'accorde, mais il avait des objectifs et il les a atteints. Voilà. C'est ça qui me. Enfin, c'est pour ça que je dis qu'il gagne. Ça veut dire qu'il atteint ses objectifs. Je n'ai pas du tout, je n'ai jamais laissé entendre que tuer des milliers de civils, ça veut dire gagner. Je n'ai jamais fait le lien.
ça veut dire que le régime sioniste a des objectifs. Ceci étant dit, c'est pas la première humiliation. Il y a eu d'autres humiliations. Par exemple, l'attaque surprise de 73. Ça a été quand les Égyptiens ont franchi le canal de Suez et ont renversé les défenses israéliennes et ils ont roulé pendant, je sais pas, 20 ou 30 kilomètres comme ça et ils ont secoué toute la défense israélienne. Mais enfin, aujourd'hui, ce qu'a fait le Hamas, c'est pas grand-chose par rapport à l'époque. Enfin, il faut avoir vécu ça. On s'était dit, c'est quasiment la fin, quoi. C'est comment et les Syriens qui déboulaient de leur côté du Golan sur la Galilée, eh ben, je vous assure que pendant quelques jours, les Israéliens ont senti le vent du boulet et on s'était dit, comment c'est ça Israël? Voilà. Bon, eh ben, ils ont redressé la situation. Voilà. Et donc, c'est pas le fait d'être battu, humilié, ça, je veux dire, c'est pas quelque chose qui. Ok, ça peut apporter une satisfaction sur le coup. D'accord, ok, voilà, on les a humiliés. D'accord, très bien. Bon, mais je veux dire, il y a une suite. Voilà. Je suis d'accord qu'il y a eu un coup, et d'ailleurs j'ai salué le premier jour, ce qui m'a valu une interdiction d'un mois sur Facebook, j'ai salué le coup d'audace. D'accord, ok. Mais la crédibilité des sionistes sur le plan militaire, du renseignement, etc., elle a été entamée ce jour-là, mais elle n'a, à mon avis en tout cas, elle n'a pas perdu de sa crédibilité à long terme. D'ailleurs, je vous ai en 2006, en 2000, les Israéliens ont quitté le sud Liban grâce à la guérilla menée par le Hezbollah, une humiliation terrible. D'accord, voilà. En 2006, une autre humiliation dans la guerre contre le Hezbollah au Liban. D'accord. Mais eh ben, le 7 octobre, c'est aussi une humiliation, mais ce n'est pas quelque chose. Vous dites, j'ai l'impression que dans votre esprit, c'est une humiliation qui va, comment dire, décrédibiliser le régime sioniste pour toujours. Voilà, je vous ai cité des humiliations beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves, mais que le régime sioniste avait réussi à rattraper, à redresser. Voilà. J'apprends, Valérie, finis ton propos s'il te plaît et on passe la main derrière. Merci. Oui, non, il n'y a pas de souci. Après, vous dites que par rapport aux pays arabes, tout ça, vous oubliez aussi qu'il y a une puissance qui monte en puissance, l'axe de la résistance, depuis 1979, vous savez de quoi je parle, avec maintenant les Irakiens, les Yéménites et le Hezbollah et la Syrie. Voilà. Et la fin, elle est proche. Hein. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel pour Israël. Et vous savez très bien de quoi je parle. Bon, ben, on verra, voilà. Enfin, qui vivra verra, comme on dit. Merci. On va passer la parole il me semble que c'était Humain ou Pandora. Dites-moi. C'était Humain. Ouais, voilà, Humain. Et après, c'est Pandora et après, c'est Albert Ali. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Cohen. Moi, je suis. D'abord, je voulais vous tirer mon chapeau parce que vous prenez des positions qui sont courageuses, honnêtes et pour la justice. Et donc, je tenais à vous faire part de tout mon respect pour cette position de justice. Et puis, j'ai entendu que vous n'étiez pas très optimiste pour la suite des événements. Moi, je comprends, j'ai bien entendu tous vos arguments. Vous avez peut-être en grande partie raison sur le fait que Israël s'en fout de ce que pense l'opinion, que les États-Unis les aident dans ce massacre. Mais néanmoins,
on remarque quand même que pour la première fois, le monde entier s'est soulevé pour la Palestine face à ce génocide, puisqu'il y a bien génocide, il y a crime de guerre, mais aussi il y a aussi génocide, et ça c'est Maître de Verre qui le confirme et qui le dit haut et fort. Il va y avoir une plainte à la Cour pénale internationale. Tout le monde a constaté qu'il s'agissait bien d'une volonté d'Israël de détruire la population gazaoui, ce qu'elle a réussi à faire. Et effectivement, maintenant, Gaza est un champ de ruines. Reste à savoir comment les négociations vont être menées et est-ce que les Gazaouis vont pouvoir pour garder leur souveraineté sur Gaza et leur autorité, et puis pouvoir habiter enfin leur autorité, ils n'en avaient pas beaucoup, mais en tout cas retourner vivre à Gaza, ne pas être chassés complètement, vu que c'est totalement en ruine. Mais quand même, donc je disais, l'opinion internationale, pour la première fois, elle s'est levée comme un seul homme. Les États-Unis ont quand même une image très, très, très sombre et très dévalorisée après la Libye, après l'Irak et là la Palestine. Donc je pense qu'ils auront du mal à s'en remettre et que le reste du monde, il va un peu prendre ses distances par rapport aux USA qui sont sur le déclin monétairement, même si ça va prendre quelques années encore, puisqu'on voit apparaître notamment les BRICS qui vont faire, je l'espère, un contre-pouvoir au dollar et qui vont mettre fin à moyen terme ou à plus ou moins moyen terme l'hégémonie américaine. Donc, j'ai bien entendu que vous n'étiez pas très optimiste, mais est-ce qu'on peut pas, est-ce que vous ne voyez pas une possibilité d'avoir enfin pour la Palestine une souveraineté sur tout son territoire avec donc les BRICS, avec l'opinion publique, avec le fait que les États-Unis aussi beaucoup perdu en Ukraine. Est-ce que vous ne voyez pas quand même une piste un peu positive pour les Palestiniens? Merci. Écoutez, je suis désolé je veux dire, ok, je suis peut-être, vous me trouvez pessimiste ou je ne sais pas quoi, mais moi je suis réaliste, je regarde la réalité, voilà. Je réponds sur l'opinion internationale, ok. Et l'opinion internationale, qu'est-ce qu'elle fait en termes, qu'est-ce qu'elle pèse? Vous savez, vous connaissez le fameux mot de Staline quand il lui a parlé du pape. Il a dit, le pape, combien de divisions? Voilà. L'opinion publique, combien de divisions? Voilà. Est-ce qu'elle... Voilà, bon, moi, voilà, je suis réaliste, je suis cynique, je suis machiavélique. Voilà, c'est-à-dire, je regarde la réalité en face. Et la réalité, c'est que l'opinion publique pèse pour epsilon. Voilà. Je ne dis pas zéro, mais epsilon. Voilà. OK. L'opinion publique, elle ne va pas. Si l'opinion publique, par exemple, se mettait, même si l'opinion publique se mettait à boycotter, mais qu'est-ce qu'elle va boycotter les produits israéliens? Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, parlons des BRICS. D'abord, on ne peut pas enterrer déjà les Américains. Les Américains, certes, perdent du terrain en Ukraine et au Moyen-Orient, c'est coup-ci, coup-ça, voilà. Bon, d'accord. Mais ils ont quand même regardé, par exemple, les 2 ou 3 flottes navales qu'ils ont envoyées dans la région. Bon, il y a de quoi dissuader quelques pays à tenter quelque chose. Bon. Mais prenons la Russie, prenons la Chine, prenons l'Inde, les grands pays, d'accord? Mais ces grands pays entretiennent des relations de neutralité bienveillante au minimum avec Israël. Pourquoi? Parce qu'elles ont un intérêt à avoir ces relations. Parce qu'Israël est un agent, comment dire, est un acteur important de la réalité internationale, du jeu international. J'ai dit tout à l'heure que la Chine et l'Inde sont de gros clients militaires d'Israël.
Et Israël fournit aussi, et il est, par exemple, voilà, on a appris récemment que le contrôle au facial, enfin au visage, je ne sais pas quoi, que la police française utilise depuis 10 ans de manière clandestine, c'est un logiciel israélien. Voilà. Donc l'Israélien, pourquoi par exemple la Russie admet que Israël bombarde régulièrement les positions iraniennes en Syrie? La Russie a établi un rapport, elle sait qu'elle a un rapport difficile, délicat, mais important avec Israël dans la région, parce que c'est un acteur qu'on ne peut pas négliger. Et surtout pas, pourquoi la Russie, la Chine et l'Inde vont entrer en conflit avec Israël pour la Palestine? Enfin, ça va pas. Je veux dire, la Palestine, je regrette de le dire comme ça, mais la Palestine, dans les chancelleries occidentales, c'est rien du tout. Mais ils s'en foutent. Même les pays arabes s'en foutent. Comprenez ça. Voilà, c'est un problème. Vous savez, l'Arabie saoudite a demandé à Mahmoud Abbas d'accepter un Bantoustan en Cisjordanie et qu'on en finisse. Voilà, accepter un Bantoustan et qu'on en finisse. Qu'est-ce que vous croyez? Tout à l'heure, j'ai cité l'Égypte. Mais voilà, pourquoi voulez-vous que la Chine, l'Inde et la Russie mettent des relations importantes en jeu pour la Palestine, tout à l'heure je l'ai dit, pour laquelle les Palestiniens eux-mêmes, l'autorité palestinienne elle-même, collabore avec son maître sioniste? Enfin, quand même, vous ne voyez pas la Russie venir dire à Mahmoud Abbas, soyez un peu plus révolutionnaire quand même. Non, l'autorité palestinienne collabore avec le régime sioniste, avec la bénédiction de l'Arabie saoudite qui lui donne du fric, avec la bénédiction de l'Égypte, avec la bénédiction. Voilà, voilà. Donc, pourquoi voulez-vous que les BRICS adoptent un point de vue qui aille à l'encontre de leurs intérêts fondamentaux? Voilà. Parce que entrer en conflit avec Israël, c'est pas une mince affaire. Attention, c'est un pays, enfin, je veux dire, c'est une puissance nucléaire. Donc, voilà, donc je ne vois pas comment ces pays-là pourraient forcer une solution. D'autant plus, j'ai dit tout à l'heure, si les pays arabo-musulmans qui s'étaient réunis il y a une semaine à Riyad avaient dit nous allons faire un embargo tout de suite, tous, à ce moment-là, oui, la Chine, la Russie et l'Inde auraient dit banco, nous vous appuyons. Et à partir du moment où les pays arabes eux-mêmes, ou même les peuples, l'autorité palestinienne, la première concernée, elle-même accepte la soumission à l'axe américano-sioniste, pourquoi voulez-vous que les BRICS, entrent en conflit avec un acteur important des relations internationales qu'est le régime sioniste? Voilà. Oui, alors, merci. On va donner la parole à Pandora. Et essayez d'être court, s'il vous plaît, parce qu'on va bientôt clôturer l'émission. Derrière, ça sera Albert Ali. Et, ouais, je sais, on a bien dépassé ce soir, M. Cohen, mais on n'est pas tout le monde. Et, on va prendre deux questions, d'accord? Allez, Pandora, à vous. Oui, bonsoir Attitude, bonsoir Samsoul, bonsoir tout le monde. Bonsoir M. Cohen, pardon, excusez-moi. Bonsoir. En fait, je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'Israël était au courant. Il y a plein d'indices qui le laissent à penser, même s'ils n'ont pas réagi 5 heures plus tard, mais ils ont réagi dans l'immédiat au niveau de la fameuse fête, la Kinchat et avec la rave party, là, puisqu'en fait, les vidéos d'hélicoptères, on voit bien qu'elles sont réalisées à l'aube, c'est-à-dire qu'il ne fait pas tout à fait jour lorsqu'ils se font attaquer. Et là, les Israéliens, enfin les militaires de Tsahal, attaquent ce fameux convoi, ils abattent leurs propres gens et ils tuent les miliciens du Hamas, effectivement. Donc moi, je suis d'accord avec vous. Si on remonte, en fait, ça fait partie d'une stratégie qui date d'au moins 30 ou 40 ans maintenant. On sait que M. Netanyahou, M. Ehud Olmert, M. Ehud Barak et M. Ariel Sharon
ont été les organisateurs des attentats du 11 septembre sur New York, de façon à créer ce choc des civilisations. Et les attentats suivants, tous les plus gros attentats, en tout cas organisés en Europe, on le sait, le Bataclan, tout ça, il y a toujours un lien très proche avec ces gens-là. On l'a bien vu, le Bataclan, enfin, pour Charlie, il y avait monsieur Benjamin Netanyahu qui était à Paris, voilà, et ainsi de suite, pour défiler, et ainsi de suite. Moi, ce que je voulais vous demander, en fait, pour écourter, puisque j'avais ma question était un peu plus longue, mais je voulais faire un exposé plus long, mais comme il reste plus beaucoup de temps, c'est où veulent nous mener, en fait, d'une certaine façon, cette élite israélienne? Est-ce qu'ils veulent nous emmener à, finalement, cette guerre? Tous les ans, les Israéliens tondent la pelouse à Gaza et tuent entre 1000 et 5000 personnes pour s'amuser un petit peu, pour remettre un peu de fierté dans le cœur des Israéliens, les ramener au judaïsme et ainsi de suite. Est-ce que le but de cette guerre particulièrement, de se laisser faire, vu que Daesh a disparu et que finalement la guerre entre l'Orient et l'Occident n'a pas vraiment fonctionné, là c'est un coup de rattrapage de la part de Benjamin Netanyahu pour entraîner l'Occident contre ce qu'il présente comme étant Daesh, l'islam radical, la fin du monde, on va avoir des attaques chez nous. Et est-ce que vous pensez qu'il se pourrait qu'on ait beaucoup d'attentats en France dans les mois et les semaines qui viennent et tout ça non? Bon, écoutez, sur le coup des attentats, moi, j'en sais rien. En général, les attentats sont. Enfin, il faut demander aux services de renseignement qui sont au courant quand est-ce qu'ils surviennent. Non, vous savez, le plan des Israéliens, c'est quoi? Depuis 1948, a été d'effacer la Palestine de la carte. Voilà. Bon, j'ai pas le temps maintenant de développer, mais dès 1948, tous leurs efforts ont été d'écraser, d'annihiler même l'idée de Palestine. Voilà. Bon. Aujourd'hui, enfin bon, c'est-à-dire, et ils sont pas prêts, ils sont de moins en moins prêts à accorder même une solution de Bantoustan à l'autorité palestinienne. Voilà. Et c'est la réalité, malheureusement. Tous les pays le savent. Toutes les chancelleries le savent. Vous connaissez Régis Debray. Il a travaillé au ministère des Affaires étrangères un moment, et un jour, il raconte ça dans un de ses livres. Il dit, mais enfin, il s'adresse, il va voir le ministre, il lui dit, enfin, cette solution à deux États, ça paraît totalement bancal. Ben, je veux dire, c'est impossible. Et le ministre lui a dit. Parce qu'en fait, ce n'est pas ma question, ma véritable question, c'est est-ce qu'Israël et ses Sayanim à travers le monde n'essaient pas d'entraîner le monde occidental à sa suite pour une grande guerre eschatologique? C'était ça ma question, pas le. Enfin, je ne crois pas. D'abord, je vois mal l'Occident rentrer en guerre pour le compte d'Israël. Il ne l'a pas fait pour l'Ukraine. Bon, il ne l'a pas fait à la limite. Ils l'ont fait. Pardon? Je n'ai pas très bien. Il veut intervenir ou pas? Est-ce que ce n'est pas le rôle des Zemmour de créer cette dissension partout et d'avoir des événements catalyseurs qui vont leur permettre de faire monter la pression et d'opposer chrétiens ou occidentaux contre musulmans ou arabes et orientaux? Est-ce que c'est pas qui se pose partout? Si on regarde avec Trump, si on regarde avec la plupart des pays actuels, ils sont rentrés dans ce jeu-là, ils sont sortis de l'antisémitisme originel dans lequel ils étaient, les extrêmes droites, pour se lier plus avec des islamophobes et ainsi de suite. Donc je pense qu'on est dans une stratégie de la tension volontaire. Et que cette guerre est faite pour ça. La stratégie anti-musulmane ou anti-maghrébine, elle a commencé dès les années 80 en France. Bon, j'ai pas le temps de développer ça, mais avec la création de SOS Racisme, les quartiers, le foulard, etc., Julien Drey, BHL, bon, déjà, elle a commencé dès cette époque-là. Donc, il fallait, le plan des Sayanim en France était de contenir la communauté maghrébine, et d'ailleurs, ils ont réussi extraordinairement, hein. Je veux dire, aujourd'hui, leur plan a réussi, et de manière à ce que, d'ailleurs, ça se voit avec la crise actuelle, comment
le gouvernement français, les gouvernements européens réagissent vis-à-vis des communautés musulmanes et même de les empêcher d'exprimer un soutien tout à fait légitime à une cause juste. Ça veut dire qu'on en arrive là quand même en Europe où même cette liberté élémentaire de défendre un peuple colonisé, qui est reconnu colonisé par l'ONU, par tout le monde, eh bien, même cette solidarité, on la le refuse. C'est dire si les opinions occidentales ont été travaillées, les gouvernements, pour mater les communautés maghrébines en Europe, et notamment et spécialement en France. Voilà. Maintenant, est-ce que ça peut avoir des répercussions sur le plan international? Bon, mais ça, ce n'est pas pour complaire au lobby judéo-sioniste. La destruction de la Libye a été faite pour pour d'autres raisons. Par exemple, parce que Kadhafi voulait introduire une monnaie indépendante du dollar, etc. Enfin, je veux dire, ça n'avait rien à voir avec Israël. Là, c'était l'intérêt des Occidentaux qui était en jeu. Très bien. Dernière question, voilà. Ali, hein. Merci. Dernière question. Donc, Albert Ali, je suis désolé pour les autres mains levées, ce sera pour la semaine prochaine. On est à 1h30 déjà, on a bien dépassé le temps. Alors, Albert Ali, c'est pour toi, et pour les autres, malheureusement, on fera ça la semaine prochaine. Tu m'entends bien? Ouais, salam. Oui, assalamu alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais essayer d'être rapide. On remercie bien sûr notre aîné Jacob Cohen pour ses interventions et surtout nous avoir fait découvrir ce concept de Sayanim qui semble si bizarre et peut-être un peu complotiste, n'est-ce pas, mes amis? Très intéressant d'avoir popularisé ce concept et cette information. Et ça permet de mieux comprendre les choses. Alors moi, j'aurais deux questions, Monsieur Cohen, très rapides. La première, puisque vous connaissez aussi, je crois, le Maroc, comment pensez-vous que, comment dirais-je, les conséquences de ces événements, comment pensez-vous leur impact, si vous voulez, sur la pérennité de la normalisation donc, du Maroc avec Israël, puisque c'est a priori officiellement, en tout cas, le seul pays du Maghreb à l'avoir bien entamé. Donc, première question. Et seconde question, finalement, au-delà de tout ça, de toutes les perspectives qu'on peut avoir, les analyses, les conflits, les injustices, etc., comment, d'après vous, est-ce que finalement, d'après vous, ça serait pas plutôt cette idée incroyable d'avoir fait accepter, notamment l'Occident, le concept même comment dirais-je, de retour sur une terre ancestrale au nom finalement d'une mythologie religieuse? Est-ce que finalement le fait qu'ils aient réussi à faire cela n'est pas la racine de tous les problèmes, puisqu'à partir du moment quand on a accepté ça, on peut accepter tout le reste, c'est-à-dire l'immigration massive, le grand remplacement des Juifs du monde partout venus sur place, puis l'état de fait, le fait accompli, la colonisation, etc. Donc ma deuxième question, ça serait comment se fait-il d'après vous que cette légitimation, on va dire, sur le long terme, de l'idée même d'une terre promise qu'on voit très bien notre ami, le meilleur Habib d'Israël dans l'Assemblée nationale, qui nous le rappelle tout le temps. Il nous dit bien qu'un Français est un colon en Algérie, mais un Juif slave venu de fin fond de l'Ukraine n'est pas un colon en Israël. Donc cette idée que la terre promise à tous les Juifs du monde légitime leur présence, donc on pourrait tous y aller. Est-ce que finalement c'est pas ça de l'argument central? Et comment est-ce que vous avez un argumentaire, en tout cas à y opposer? Comment contredisez-vous éventuellement ce principe? Merci à vous. Vous savez, comment dire, la théorie communiste avait ce concept, l'infrastructure et la superstructure. L'infrastructure, c'est les moyens de production, les rapports de production qui déterminent la superstructure, c'est-à-dire l'idéologie, la culture, la littérature, etc. Donc, on ne peut pas, et en Israël, si vous voulez, dans le sionisme, la superstructure, ça veut dire le retour, etc. Ça, c'est juste, c'est pas ça qui fonde. Ça c'est ce qu'on a inventé pour donner une légitimité factice au fait. Parce que, bon, j'ai entendu je crois, un Français, j'ai oublié qui c'était, enfin, c'était drôle, il avait dit comment un juif peut être un occupant alors qu'il avait un temple il y a 3000 ans. Mais à ce moment-là, moi, si j'étais journaliste devant lui, face à lui, je lui aurais dit
Mais les musulmans, ils étaient à l'Alhambra il y a 5 siècles seulement, 6 siècles. Ils étaient à Cordoue, ils étaient à Séville. Eh bien, ils peuvent retourner chez eux. C'est 5 siècles seulement, ou 6 siècles. Alors que les Juifs, c'est 3000 ans. C'est quoi cette histoire? Non, c'est juste une invention pour donner un vernis politique, culturel, humaniste. Ils ne peuvent pas vous dire, écoutez, on a envie de créer, de fonder un centre de l'impérialisme dans cette région, parce que cette région est très importante et on a envie de la contrôler. Voilà. Et donc, on peut avoir des gens à nous avec qui on peut travailler, mais il fallait, en général, quand les Américains attaquent un pays comme l'Irak, ils ne disent pas on veut prendre son pétrole, ils disent on veut instaurer la démocratie. Personne n'y croit, ce n'est pas grave, mais ils trouvent quand même un prétexte idéologique. Eh bien, en Israël, on a trouvé un prétexte, le prétexte, mais ça n'a. Enfin, je veux dire, les sionistes qui ont fondé cet État, c'était pas ça. Ça, c'était juste pour couvrir leurs agissements. Enfin, je ne sais pas si vous saisissez le truc. Voilà. Pour la première question, je crois que c'était sur la normalisation avec le Maroc. Bon, justement, j'avais fait une vidéo il y a quelques jours, et on m'a posé la question sur le Maroc. Moi, j'avais dit que sur le moyen terme, 5 à 10 ans, la normalisation avec le Maroc, elle est irréversible. Voilà. Au-delà, je ne sais pas, parce qu'elle est irréversible. Pourquoi? Parce que le régime a trop joué, a trop misé sur cette normalisation. Ça veut dire la modifier aujourd'hui, s'en extraire, ce serait porter un coup fatal à sa légitimité. Enfin, je veux dire, il se déconsidérerait. Surtout que le Maroc, le régime marocain, s'est engagé non seulement en termes de normalisation économique, diplomatique, mais militaire et surtout et aussi idéologique, religieuse. Il est en train de réécrire l'histoire du Maroc pour introduire le fait juif, comme si le Maroc, bien sûr, il y avait une communauté juive depuis des siècles, mais enfin, de là à lui donner ils sont en train de rénover des cimetières que personne n'utilise d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de juifs, de synagogues et tout. Donc, ils misent énormément sur cette normalisation politique, intellectuelle, spirituelle, religieuse, et remettre tout ça en question risque de lui porter un coup fatal. Donc, c'est pour ça que sur les 5 à 10 ans, à mon avis, cette normalisation, à moins d'un bouleversement incroyable, mais je ne vois pas, regarder ce qui se passe à Gaza, mais le Maroc ne branche pas. Donc, je ne sais pas ce qu'il faudrait pour qu'il change d'avis, mais après peut-être 5 ou 10 ans, on va aller savoir ce qui peut se passer. Voilà, écoutez, je commence même à manquer un peu de voix, mais enfin, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous, et puis on se verra la semaine prochaine. Allez, bonsoir. Ouais. Très bien, merci M. Cohen. Bon week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Merci. Bonsoir. Voilà les amis. Donc nous allons clôturer. Il y avait pas mal de monde ce soir, donc que ce soit sur les chaînes YouTube, les autres plateformes, plus Twitter, il y avait énormément de monde. Donc je vous remercie. Et je vais quand même dire un petit mot vite fait avant de clôturer concernant bien sûr. Là on a parlé sur le plan du moins de politique, de comment M. Cohen a répondu aux questions et apporté son analyse. Mais on va quand même on va parler un petit peu quand même du terrain et de ce que subissent aujourd'hui les Gazaouis, les Palestiniens. Moi, je vais dire un petit mot par rapport à NPP 60, l'association de Rabeha, et Nabila qui est sur le terrain. Voilà, pour celles et ceux qui connaissent pas, vous pouvez toujours aller sur mon compte TikTok où il y a quelques vidéos de Nabila qui est sur le terrain, ou alors sur le site internet qui est en lien, qui est en description dans la vidéo, AMPP 60. Voilà, donc si il y a des personnes qui veulent apporter un soutien financier ou peuvent acheter quelque chose sur le site internet, n'hésitez pas.
c'est pour aider Nabila qui fait un travail humanitaire sur le terrain, qui aide un petit peu avec les moyens qu'elle a aujourd'hui, malgré la situation qui est très, 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 très compliquée. Donc, de l'eau potable, des médicaments, de la nourriture. Voilà, je tenais à le dire. Je remercie tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous normalement mardi avec un ancien homme politique de Moldavie, pour ceux qui connaissent, Yuri Roska, qui viendra nous apporter son analyse sur la situation géopolitique un petit peu, de la situation en Palestine, bien sûr, mais aussi Russie-Ukraine. Voilà, donc normalement, c'est à confirmer, mais mardi, l'horaire est à définir, étant donné que ce monsieur est en Moldavie, donc il y aura 1 heure de décalage pour lui, donc ce sera certainement aux alentours de 19h, normalement, l'émission. Voilà. Je vous donne rendez-vous probablement mardi. Excellente soirée à tous et voilà, Salam alaikum.